pour son 38e anniversaire, devant 23 personnes entassées dans notre salon, ses collègues, ses cousins, son professeur de pilates, même la voisine qu'elle prétendait ne pas aimer. Ma femme n'en a fait un vœu. De ne plus jamais te laisser me toucher, a-t-elle dit, gloussant juste après avoir soufflé ses bougies. Les rires ont explosé comme un feu d'artifice. Même son père a ricané, le même homme qui m'avait dit un jour que j'étais le premier type bien qu'elle ramenait à la maison. Sa meilleure amie, Léa, serrait son verre de vin comme une bouée de sauvetage, s'étouffant avec au milieu d'un éclat de rire. Un de ses jeunes collègues, Samy je crois, a même applaudi. Quelques invités m'ont jeté un regard, attendant ma répartie, s'attendant à une pique sarcastique, ou au moins un sourire gêné. Je ne leur ai pas donné ça. J'ai posé le gâteau lentement, comme s'il pesait plus que de la génoise et du sucre, et je suis sorti par la porte d'entrée sans un mot. Juste le silence et l'écho de sa blague qui flottait encore dans l'air. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. 5 minutes pour marcher jusqu'au garage, ouvrir le coffre-fort dans le mur derrière la fausse armoire, et en sortir l'enveloppe Kraft que j'avais préparée il y a 9 mois. Celle étiquetée d'une encre noire soignée, protocole de déclenchement. Quand je suis rentré, la conversation avait repris, mais elle s'est tue à nouveau à la seconde où j'ai franchi le seuil. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai placé l'enveloppe doucement sur la table à côté du gâteau maintenant oublié. C'était juste une blague, n'est-ce pas, ai-je dit. On pouvait entendre l'horloge sonner, littéralement. Celle sur la cheminée qui d'habitude se fond dans le décor, soudainement bruyante dans le silence qui a suivi. Nan a penché la tête, incertaine. Peut-être pensait-elle que c'était un cadeau ou une lettre romantique ou une sorte de réplique de Marie destinée à surenchérir sur sa blague. Elle a toujours considéré la vie comme une sitcom. Elle était sur le point d'apprendre que ce n'était pas la saison 3. C'était le final. Elle a tendu la main vers l'enveloppe, mais j'ai arrêté sa main d'un simple regard. Pas par la force, pas par les mots. Juste ce regard, celui qui dit « Tu devrais vraiment réfléchir à ton prochain geste ». Je me suis tourné vers les invités à la place. Y a-t-il quelqu'un ici qui trouve encore ça drôle, ai-je demandé, balayant la pièce du regard. Personne n'a répondu. Le silence s'est transformé en autre chose. Une culpabilité non dite, peut-être, ou de l'autopréservation. Nan a essayé de rire à nouveau, plus doucement cette fois. Oh, allez, chérie. C'était juste une petite. Je l'ai coupée. Ouais, juste une blague. Comme les 2 chambres d'hôtel à Denver ou la petite escapade onologique en août dernier qui, curieusement, n'incluait aucun vignoble. Et c'est là que son expression a légèrement changé. Une mâchoire qui se crispe, une lueur derrière les yeux. Je n'avais pas besoin qu'elle avoue. J'avais juste besoin qu'elle comprenne que les règles avaient changé. Et maintenant, une petite note à tous ceux qui écoutent ou lisent ceci. Plus de 97% des gens qui suivent ces histoires ne s'abonnent jamais. Si vous êtes là, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous vous penchez ne serait-ce qu'un peu en avant, appuyez sur ce bouton. Ça ne coûte rien mais ça aide l'équipe derrière cette histoire à rester affûtée et à creuser encore plus profond. Retour dans la pièce. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. J'ai repris l'enveloppe et je l'ai tendue à Nan. Joyeux anniversaire, ai-je dit, aussi plat que le glaçage de son gâteau intact. Elle l'a prise à 2 mains. Ses doigts tremblaient. Elle a essayé de le masquer, mais elle n'était pas aussi douée pour la comédie quand les projecteurs étaient sur elle au lieu de moi. Elle a ouvert le rabat. Ce qu'elle a trouvé n'était pas une lettre. C'était un dossier de plus de 30 pages, imprimé en couleur, indexé et horodaté. Je n'avais pas fouillé son téléphone. C'eût été trop facile, trop fragile au tribunal, trop contestable. J'ai examiné l'exportation Slack de son collègue des 6 derniers mois, les métadonnées et les photos qu'elle pensait avoir supprimées, les relevés de vol liés à la carte de crédit de l'entreprise qu'elle utilisait sous son nom de jeune fille. Ouais, tu avais oublié ça, n'est-ce pas, non? Page après page, elle tournait, le sang quittant son visage. Sa mère regardait par-dessus son épaule, les yeux plissés. Léa s'est arrêtée en pleine gorgée. Même Samy, qui avait applaudi plus tôt, a lentement posé son verre. La voix de Nan est tombée à un murmure. Où as-tu eu tout ça? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par-delà elle, directement Monica, la femme de son collègue, celle qui m'avait aidé à rassembler chaque fil, chaque point de cette trahison numérique.
Monica n'a rien dit non plus. Elle a juste incliné son verre de vin vers l'avant, comme un signe de tête. La pièce a commencé à se fissurer selon des lignes invisibles. Certaines personnes se sont tournées vers la porte. D'autres ont étudié leurs chaussures. Un gars a simulé une quinte de tout et a disparu dans le couloir. Nan parcourait toujours le dossier, accélérant maintenant comme si elle pouvait distancer son contenu. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle balbutié. Bien sûr que non, ai-je dit. Ça ne l'est jamais. Tout comme ton vœu d'anniversaire. Elle a essayé de me rendre l'enveloppe. Je ne l'ai pas prise. Tu voudras la garder, ai-je dit. Fais-moi confiance, tu en auras besoin. J'ai regardé le rictus suffisant de ses lèvres s'effondrer. Un détail à la fois. Ses yeux ont parcouru la première page. Juste un tableur, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle remarque les dates, les colonnes intitulées hôtel, check-in, nom du client, frais de chambre, vol réservé depuis son compte professionnel, recoupé avec des reçus de conférences de week-end qu'elle n'avait jamais soumis. C'était la page 1. Page 2, des captures d'écran d'un canal Slack nommé « Séminaire interne Q3 », sauf que ce n'était ni interne, ni un séminaire. C'était là que Nan et un homme nommé Brian des achats, marié et père de 2 bambins, planifiaient leur alignement stratégique dans un spa de luxe à Soma. Vous savez, bougies, massage, et des dos apparemment très alignés. Page 3 était un export PDF d'un événement de son Google Agenda, intitulé « Dîner client confidentiel », sauf que le lieu était marqué « Suite Marriott Garden, Santa Clara, début à 22 h, pas d'heure de fin ». Je n'ai rien dit, n'ai pas bougé, n'ai pas cligné des yeux. Elle a levé les yeux brièvement, comme si peut-être j'allais sourire, peut-être que j'allais rire et dire que c'était une farce, un test. Une de ces expériences sociales sur YouTube où je la serrais dans mes bras après en disant « Je t'ai eu ». Mais tout ce qu'elle a vu, c'est l'homme qu'elle avait épousé, moins l'illusion. Est-ce que c'est, commença-t-elle, tournant les pages de plus en plus vite, comme si la vélocité de ses doigts pouvait effacer les preuves. Réel, ai-je demandé. Dis-le-moi. Elle s'est tournée vers sa droite, vers Léa, comme pour chercher une bouée de sauvetage. Au lieu de cela, Monica s'est raclé la gorge. Nan s'est figée. L'atmosphère a changé. Vous voyez, Monica n'était pas juste une, plus un, à cette fête. C'est elle qui m'avait envoyé un message il y a 4 mois. Une seule phrase. Tu mérites de savoir ce que ta femme raconte en blaguant dans ton dos. À partir de là, tout s'est enchaîné en capture d'écran, messages vocaux, liens Drive, même un clip audio d'un happy hour dont Nadine ne savait pas qu'il était enregistré. Monica avait ses raisons. Il s'avère que la trahison engendre des alliances. Et Nadine l'avait démoli aussi, plusieurs fois, de plusieurs manières. Alors oui, Monica en avait fini de garder les secrets de femmes qui se moquaient d'elle dans son dos. C'est toi qui as envoyé ça, siffla Nan, la voix tremblante. Monica haussa les épaules. Il a demandé, j'ai répondu. Simple. C'est là que la pièce s'est fracturée. Léa a filé droit vers la cuisine. Trop vite pour que ce soit naturel. Son mari l'a suivi un instant plus tard. Le cousin de Nadine s'est levé en murmurant « Je crois que le bébé pleure ». Même s'il n'en avait pas amené. 2 invités se sont dirigés vers les toilettes en même temps. L'un d'eux n'est pas revenu. Nan a tourné à la page 12. Ses lèvres bougeaient silencieusement, lisant. Sa bouche s'est ouverte pour parler, puis s'est refermée, comme un poisson hors de l'eau, entouré par l'oxygène qu'elle ne contrôlait plus. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle finalement demandé. « Pour mon anniversaire ?» Non, ai-je dit. Je l'ai planifié pour ma sortie. Ton anniversaire s'est juste avéré thématiquement pratique. Elle a repoussé le dossier comme s'il était malade. Je l'ai doucement repoussé vers elle. Elle a tressailli. Tu devrais le garder, ai-je répété. C'est ta copie. Elle tremblait maintenant, ses mains crispées sur le bord de la table. J'ai pensé à la fréquence à laquelle ses mains m'avaient repoussé, à la fréquence à laquelle elle avait balayé d'un rire mes observations tranquilles, mes questions, mon intuition. Tu te prends encore la tête, disait-elle. Mon Dieu, tu es épuisant avec tes tableurs et ta structure. Tout n'est pas un problème de maths. Non, mais certaines choses se résument à de la comptabilité. Une de ses amies, une blonde que je ne reconnaissais pas, s'est penchée et lui a chuchoté quelque chose. Nan l'a repoussé d'un geste.
Tu n'as aucune idée de ce que ça va faire, m'a-t-elle sifflé, la voix plus basse maintenant, comme si la limitation des dégâts était encore envisageable. À ma réputation, à nos finances. Oh, si, ai-je dit. La page 24 devrait couvrir ça. Et elle le faisait. À la page 24 se trouvait l'impression d'un email qu'elle avait envoyé à Brian. Pas de son compte professionnel, de son Gmail personnel, celui dont elle ne pensait pas que je connaissais l'existence. L'objet, soyons réalistes. Il est trop sûr, trop. J'ai besoin de danger. J'ai besoin de risque. J'ai besoin de toi. Elle n'avait pas seulement brisé des vœux. Elle l'avait raconté. Sa mère, qui était restée silencieuse tout ce temps, a laissé échapper un son étranglé, mi-halètement, mi-sanglot. Les yeux de Nadine ont balayé la pièce, cherchant des alliés. N'en trouvant aucun. Ce n'est pas toi, a-t-elle dit en tendant la main vers moi. J'ai reculé ma chaise. Pas de manière dramatique, juste assez. Non, ai-je dit. C'est moi. Quand j'arrête de faire semblant. Elle a cligné des yeux rapidement, les lèvres s'entr'ouvrant comme si elle allait crier ou pleurer ou inventer une explication usée jusqu'à la corde. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est rester assise là, devant son gâteau intact, les bougies projetant encore des ombres vacillantes sur les documents étalés devant elle comme un rapport d'autopsie. Pourquoi maintenant, a-t-elle murmuré. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, j'ai regardé ma montre. Pas pour la frime, juste pour vérifier. Je te l'ai dit une fois, ai-je dit. Tu étais libre de partir quand tu le voulais. Et je suis resté. Non, ai-je dit en me tournant vers la porte. Tu ne pensais simplement pas que je partirais le premier. Ils ont commencé à partir comme les gens le font quand un orage approche, de manière décontractée, polie, mais avec une urgence juste sous la surface. Ceux qui étaient les plus proches du drame évitaient de plus en plus le contact visuel. Certains chuchotaient à leurs partenaires. D'autres vérifiaient des téléphones qu'ils n'avaient pas touchés depuis une heure. Un couple que je connaissais à peine, ses collègues je crois, a offert un rapide « merci pour la belle soirée » avant de filer par la porte d'entrée comme s'ils évacuaient une scène de crime. Léa a fait semblant de chercher ses clés pendant 2 bonnes minutes, puis a attrapé une bouteille de rosé à moitié finie comme si c'était une excuse valable pour partir. « Je ne veux pas que ça se perde », a-t-elle dit avec un rire cassant. Personne n'a ri en retour. Son père n'a rien dit. Il était assis près de la cheminée avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas en colère, pas embarrassé, juste résigné. C'était un homme qui avait assisté à un effondrement au ralenti et avait décidé qu'il était trop vieux pour tirer quiconque des décombres. Et puis il y avait sa sœur. Elle a marché droit vers moi avec cette sorte d'énergie vive et autoritaire qui montrait clairement qu'elle pensait pouvoir arranger ça de la même manière qu'elle avait un jour essayé de réparer les joints de notre salle de bain. Spoiler, les carreaux tombent toujours dans la douche des invités. Daniel, dit-elle doucement, me guidant vers le couloir. Écoute, peut-être qu'on peut tous se calmer. Je lui ai tendu le dossier. Page 14, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Quoi? Page 14. Elle l'a ouvert. D'abord, la confusion, puis la compréhension, puis la honte. Sa bouche a tressailli une fois comme si elle voulait argumenter, mais son visage est devenu pâle comme un fantôme en lisant la transcription. Sa propre voix, extraite d'une sauvegarde de discussion de groupe que Nadine pensait avoir supprimée il y a des mois. La ligne était claire. Ne prends pas ce risque. Il n'est pas du genre à pardonner. S'il la prend, tu perdras plus qu'un week-end. Elle n'a pas dit un mot de plus, a simplement replié la page dans le dossier et s'est écartée. Le bruit de ses talons a résonné dans le couloir alors qu'elle partait, serrant son manteau comme une armure. De retour dans la pièce, Nadine essayait de sauver les meubles. Ses mains gesticulaient trop, sa voix une octave plus haut que d'habitude. Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas sérieux. C'était juste du flirt. Des trucs stupides, bêtes, sans importance. Je n'ai jamais eu l'intention. C'est ça le problème, ai-je dit, l'interrompant avec une précision calme. Tu n'as rien planifié. Moi, si. Elle s'est tournée vers moi, le visage marbré maintenant, rouge autour des yeux. Le genre de gonflement qui apparaît quand l'adrénaline monte mais que les larmes refusent de couler. Daniel, s'il te plaît. Ce n'était pas émotionnel. C'était juste une phase. Tout le monde en a, bien sûr, ai-je dit en penchant la tête.
Tout comme chaque mariage a une clause où un partenaire crée un tableur pour documenter la trahison par ordre chronologique, recoupé avec les miles de vol et les escapades de week-end. Totalement normal. Ce n'est pas juste, a-t-elle lâché, son ancienne mordant revenant une seconde. Tu transformes ça en procès. C'était une erreur. Ai-je dit, les sourcils levés. Vérifie la section intitulée Récidive. Ça commence vers la page 28. Elle a hésité. N'a pas tendu la main vers le dossier. L'a juste regardé comme s'il était toxique, parce qu'il l'était. Il était fait de preuves. Et la seule chose que n'en avait jamais bien géré, c'était les preuves. Sa voix s'est à nouveau abaissée. Plus douce cette fois. D'accord, peut-être que c'est arrivé plus d'une fois, mais rien de tout ça n'avait d'importance. C'est à la maison, avec toi, que je rentre. Ça ne veut rien dire? Non, ai-je dit, parce que rentrer à la maison, ce n'est pas de l'amour, c'est de la logistique. Ça ne lui a pas plu. Ses épaules se sont repliées sur elles-mêmes, sur la défensive. Mais le feu dans ses yeux, ce qu'il en restait, s'éteignait. J'ai fait une erreur, a-t-elle réessayé. Je m'ennuyais. Je me sentais invisible. Tu travaillais toujours, ou tu organisais, ou tu gérais quelque chose. Et toi, tu répétais toujours tes sorties, ai-je dit platement. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Je pouvais sentir les derniers fils de la fête se défaire. L'odeur de glaçage flottait encore dans l'air. Une bougie était tombée, à moitié fondue dans le glaçage, comme si elle essayait de disparaître. Les verres étaient à moitié pleins, les assiettes intactes. Une bannière d'anniversaire pendait au-dessus d'elle comme une mauvaise blague. Elle a regardé autour d'elle dans la pièce, remarquant enfin ce que j'avais vu depuis le début. Il ne restait plus d'alliés. Pas d'amis se précipitant pour la défendre. Pas de main sympathique sur son dos. Même sa propre mère s'était éclipsée par la cuisine quand les choses avaient mal tourné. C'est ça, avec les gens. Ils n'aiment pas rester près de la chaleur quand ils réalisent qu'ils sont inflammables, eux aussi. Elle m'a regardé une dernière fois. Ce n'est pas toi, a-t-elle murmuré. Tu es gentil. Tu pardonnes. Je me suis approché. Pas assez pour l'intimider, juste assez pour être entendu. Tu as confondu le silence avec de la faiblesse. C'est ta faute. Elle a hoché la tête lentement, comme si son corps comprenait avant son orgueil. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant? J'ai fait un geste vers le gâteau. Tu souffles les bougies. Ton vœu a été exaucé. Le lendemain matin, les rires avaient disparu. La gueule de bois, non. Nan s'est réveillée seule dans notre lit conjugal, dans une maison qui sentait encore la cire de bougies et les roses fanées. Son maquillage était étalé sur l'oreiller. Son téléphone vibrait à côté d'elle. Des messages, certains apitoyés, d'autres prenant des nouvelles. Quelques pavés de texte illisibles de Léa. Monica n'avait pas écrit. Monica n'en avait pas besoin. Son silence était une signature. Nan s'est assise et s'est frotté les tempes. Le premier réflexe n'a pas été de s'excuser. Ni de réfléchir. C'était de sécuriser sa position. C'est ainsi qu'elle avait toujours fonctionné. Elle a attrapé son iPad et a ouvert l'application bancaire, s'attendant à voir l'écran d'accueil familier, les chiffres familiers, le solde du compte joint qu'elle appelait « notre matelas ». Il affichait $0. Elle a cligné des yeux, rafraîchi, réessayé. Le chiffre n'a pas changé. Elle a cliqué sur l'activité du compte pour être accueillie par une bannière pop-up. Ce compte n'est plus disponible avec vos identifiants de connexion. Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller financier ou vous référer à la clause 7B de votre accord signé. Clause 7B. Elle ne se souvenait même pas d'une clause 7B. Elle a tapé sur l'onglet des notifications. Nouveau message. Horodatage, 6h03. Avis de révocation de l'accès conjugal pour événement déclencheur, infidélité. Avoir gelé en attente de séparation formelle. Conformément à la clause 7B, les actifs partagés ont été transférés en gestion fiduciaire jusqu'à réévaluation. L'écran a pulsé avec une dernière ligne. Toute demande supplémentaire doit être adressée au cabinet juridique de Whitlow, Knox et Garvey. Elle m'a appelé d'abord, directement sur la messagerie vocale, puis à nouveau. Rien. Ensuite, son avocate, Janine,
qui semblait à mi-chemin de son premier mimosa. C'est quoi cette clause 7B, a lâché Nan dès que la ligne a été décrochée. Une pause. Clause quoi? Vous êtes mon avocate et vous ne savez pas? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je n'ai rien rédigé avec une clause 7B, a dit prudemment Janine. Pas dans votre contrat de mariage. Pas dans un avenant. Êtes-vous sûr que ce n'est pas quelque chose que Daniel a ajouté séparément? Non, c'est figé, car maintenant le malaise commençait à s'installer. Celui qui lui disait que ce n'était pas de l'improvisation. Pas une crise de colère réactive. C'était un mécanisme activé, pré-réglé. Vous voulez dire qu'il a réécrit notre accord? Le ton de Janine s'est durci. Je veux dire qu'il a peut-être soumis un amendement légal par le biais d'une restructuration fiduciaire. Selon la manière dont votre patrimoine était organisé, et s'il incluait des fiducies discrétionnaires ou des clauses de consentement mutuel. Il aurait pu déposer une révision interne sans rompre le contrat. Je n'ai rien signé, a dit Nan. Peu importe si vous l'avez fait, a répondu Janine. Si vous avez signé la structure originale de la fiducie et qu'elle contenait des déclencheurs de procuration discrétionnaire, il n'aurait pas eu besoin de votre permission. Il avait juste besoin d'une cause. L'infidélité. Il avait une cause, et elle la lui avait donnée sur papier, sur Slack, sur des reçus, en photo, avec ses propres mots. Des mots qu'elle avait un jour plaisanté de ne jamais écrire parce que, Daniel lit tout. Il l'avait fait. Il ne s'était pas contenté de lire. Il avait indexé. Elle a ouvert ses emails, a cherché le terme, clause 7B. Rien. Elle a essayé, fiducie, ensuite. A trouvé un court fil de discussion d'il y a 6 mois. Un email transféré du planificateur financier de sa famille. Objet, examen du projet d'avenant, bouclier de contingence. Elle ne l'avait jamais ouvert. Avait supposé que c'était des trucs de succession. Ennuyeux. Technique. Le genre de choses dont Daniel s'occupait toujours. Dieu bénisse son petit cœur obsessionnel. Et maintenant? Maintenant la maison était techniquement toujours à eux, mais le titre était détenu par une société écran dont elle n'avait jamais entendu parler. Les services publics étaient en paiement automatique, mais elle n'était la titulaire principale sur aucun d'entre eux. Même la voiture qu'elle conduisait, sa bien-aimée Audi blanche, était répertoriée sous un contrat de leasing d'entreprise. Sa signature, pas la sienne. Une décision d'entreprise et ce porte-clés devenait un presse-papier. La panique s'est installée sans crescendo. Elle n'est pas montée comme une tempête. Elle s'est infiltrée comme de l'eau sous le plancher. Lente, invisible, inévitable. Elle a ouvert son application de notes, a tapé un nouveau message. Nous devons parler, s'il te plaît. Je ne savais pas ce que je risquais. Pouvons-nous au moins parler? Elle a hésité au-dessus du bouton d'envoi. Ne l'a pas touché. Pas encore. Au lieu de cela, elle a ouvert sa galerie, a fait défiler de vieilles photos, anniversaire, voyage à la plage, gâteau d'anniversaire qui n'avait pas fondu sous la tension. Et puis elle s'est arrêtée. Une photo d'eux de l'hiver dernier, souriant, bras dessus bras dessous. En arrière-plan, flou mais visible, une pile de classeurs juridiques derrière la chaise de Daniel. Un onglet dépassant du haut. Texte à peine lisible. Fiducie révocable, modification de contingence. La photo avait été prise il y a 6 mois. Il planifiait ça depuis si longtemps. Son message est resté non envoyé. Le curseur clignotait devant elle comme s'il demandait, et maintenant? Quelle est la suite? Elle ne savait pas. Pour la première fois depuis des années, Nadine n'avait pas de plan, seulement la prise de conscience rampante qu'elle avait dormi à côté d'un. Elle a tambouriné à la porte de Monica comme un collecteur de dettes qui n'a rien à perdre. Dimanche matin, 8h12. Les oiseaux chantaient encore, les poubelles n'avaient pas été touchées sur le trottoir, des joggeurs passaient avec des écouteurs. Et là se tenait Nan, toujours en chemise de nuit et manteau, le mascara bavé, le souffle embuant l'air froid, les poings martelant comme si Monica lui avait volé son enfant. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Monica n'avait pas l'air surprise. Tu savais, n'est-ce pas, a sifflé Nan. Monica n'a pas bronché, s'est juste appuyée contre le cadre avec une tasse à la main, l'odeur de café noir flottant entre elles. Ouais, a-t-elle dit. Calme, définitif. Je savais. Nan est entrée sans y être invitée,
la mâchoire si serrée que ses molaires auraient pu fendre du granit. Depuis quand? Il m'a montré le dossier il y a 2 mois. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Monica a posé son café, s'est dirigée vers le comptoir et s'est retournée lentement. Je te l'ai dit. Tu n'as simplement pas écouté. Tu as ri, tu l'as traité de Sherlock ennuyeux, tu as dit que s'il découvrait quoi que ce soit, tu le manipulerais, tu te souviens. Nadine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Monica s'est approchée, la voix basse maintenant, presque douce dans sa certitude. Il n'a pas manipulé. Toi, si. Et tu as sous-estimé la seule chose sur laquelle il ne plaisantait jamais. Toi. C'était encore là. Ce sentiment que n'en ne pouvait pas secouer. Que les gens qu'elle pensait contrôler avaient depuis longtemps cessé de graviter autour d'elle. Que quelque part entre les blagues et les justifications, elle était devenue l'étrangère dans son propre récit. J'ai juste besoin de lui parler, a-t-elle marmonné en sortant son téléphone. Il écoutera. L'appel a sonné une fois, puis est tombé à nouveau sur la messagerie vocale. Messagerie vocale. Elle a ouvert son application d'agenda. Oui, elle avait toujours la vue partagée. Vide, aucun événement, juste une seule étiquette récurrente qui disait « Congé sabbatique indisponible ». Son rythme cardiaque s'est accéléré. Elle a attrapé son manteau, a fourré le téléphone dans sa poche. « Je vais aller au bureau », a-t-elle lâché. Il ne peut pas simplement disparaître. Monica ne l'a pas arrêté, s'est juste adossée au comptoir et a dit « Tiens-moi au courant ». Dans la tour du centre-ville du cabinet, le gardien de sécurité l'a reconnue, mais n'a pas voulu la laisser passer la deuxième porte. « Monsieur Daniels n'est pas là », a-t-il dit, les yeux même pas levés du registre. « Dites-lui que c'est sa femme », a claqué non. L'homme n'a pas cligné des yeux. Il est en congé sabbatique. Depuis quand? Il a jeté un œil à l'écran. Effectif hier. Elle a dépassé la réception en trombe, a passé la rangée d'ascenseurs, directement à la suite exécutive au 22e, où la plaque nominative de Daniel était toujours accrochée à l'extérieur du bureau d'angle. La réceptionniste a levé les yeux, surprise. « Je dois parler à Daniel. »« Madame Daniels, » a commencé la femme, « il n'est pas là. »« Je vois bien. Je dois savoir qui a approuvé son congé. » Il y eut une pause. Un de ces silences prudents où la personne calcule si elle doit mentir ou non. Le conseil d'administration, a finalement dit la réceptionniste. Vote unanime. Non a cligné des yeux. Il est le conseil d'administration. Il est le président. La femme a corrigé doucement, il a demandé un congé sabbatique, s'est abstenu du vote lui-même, et a laissé toutes les directives en place. Tout a été délégué. À qui? Ce n'est pas précisé. Il a caviardé cette section. Bien sûr qu'il l'avait fait. Parce que Daniel n'avait pas simplement disparu. Il avait structuré son absence. Il l'avait transformé en architecture. N'en se tenait là, dans le couloir de verre, entouré par le bourdonnement stérile du professionnalisme. Un endroit où elle était autrefois accueillie avec du vin lors de collecte de fonds, où les partenaires la flattaient avec de faux sourires et la qualifiaient de « véritable atout ». Maintenant, personne ne se levait même pour la saluer. Aucun regard ne croisait le sien. Juste le silence et la distance. Elle est sortie lentement. Chaque pas dans le couloir semblait plus long que le précédent. De retour à l'ascenseur, elle s'est retournée et a fixé le panneau de verre dépoli portant son nom. Elle l'a touché une fois. Froid. Tout comme l'homme qu'elle avait supposé voir se briser, supplier, ou au moins plier sous la trahison. Mais non, il avait disparu de sa portée, non par lâcheté, mais par précision. Une retraite chirurgicale exécutée avec le genre de grâce qu'on n'attendrait jamais des gens discrets. Son téléphone a vibré. Un message de Léa. « Hey, je prends des nouvelles. »« Ça va ?» Elle a failli rire. « Ça va. » Elle n'était même pas invitée à ses propres retombées. Parce qu'ils savaient tous. Monica, Léa, sa sœur, peut-être même cette fichue réceptionniste. Tout le monde avait été briefé, mis dans la boucle, ou du moins préparé. Tout le monde sauf elle. Elle est restée assise dans la voiture pendant longtemps. Ne pleurant pas, ne criant pas, réalisant simplement qu'elle était devenue la seule personne à qui Daniel n'avait plus rien à expliquer. Parce que maintenant, elle n'était plus dans la boucle. Elle était la raison pour laquelle elle avait dû être fermée.
Le bureau de son avocate sentait le vieux café et la panique coûteuse. Janine avait libéré son emploi du temps, un geste inhabituel car Janine gérait généralement une rotation de 4 clients et jetait à peine un coup d'œil à un écran sans le facturer. Mais aujourd'hui, son attention était totale. Ses doigts dansaient sur le clavier pendant que Nan était assise dans le fauteuil en cuir, fixant le mur comme s'il pouvait cracher des réponses si elle le regardait avec assez d'insistance. « Je veux que vous m'expliquiez comment il a tout déplacé », a dit Nan pour la 3e fois. « Et pourquoi rien n'a déclenché de notification ? Nous avions des alertes. » « Non, » a dit Janine, toujours en train de taper. « Vous aviez des alertes sur les actifs communs. Ceux qu'il n'a jamais utilisés. » Nan a cligné des yeux. « Comment ça, jamais utilisés ?» Janine a finalement tourné l'écran. Parce qu'il n'a pas vidé les comptes joints, il en a créé de nouveaux. Des structures parallèles. Pensez-y comme un second squelette sous la peau de votre mariage. La gorge de Nan s'est serrée. Elle s'est penchée en avant. Affiché sur le moniteur, un répertoire de fichiers intitulé « Redline Foundation LLC ». Des dizaines de sous-dossiers. L'un a attiré son attention, Holdings. À l'intérieur, des documents portant la signature de Daniel, datés mensuellement, parfaitement espacés sur 11 mois. Transfert de fiducie, migration d'actifs, cession de propriété intellectuelle. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que c'est ? Janine a fait défiler jusqu'à un PDF et l'a ouvert. Ça, a-t-elle dit, c'est la fiducie qui détient maintenant le titre de votre maison. Non, c'est notre maison, a lâché Nan. C'est en commun. J'ai signé le. Janine a levé une main. Vous avez signé le renouvellement du bail, pas l'acte de propriété. L'acte a été discrètement réattribué l'hiver dernier. Déposé via une société écran appelée Delman Property. Cette société écran est maintenant détenue par la Redline Foundation. Dont vous ne faites pas partie. Il a fait ça en 4 coups. Propre, légal, incontesté. Nan sentit le sang quitter son visage. Et les voitures, a-t-elle demandé. Même structure. Son nom sur le bail, le vôtre sur l'assurance. Vous pensiez que cela faisait de vous une copropriétaire. Cela vous rendait responsable. Ses mains se sont serrées en poing. Et le brevet ? Il travaillait sur cet algorithme logistique depuis 3 ans. C'est notre propriété intellectuelle. Janine a cliqué à nouveau. L'écran a affiché un document avec un horodatage notarié. Cédé à son entité de conseil il y a 2 mois. Propriété transférée. Vous étiez listé dans le dépôt initial comme conjoint de soutien pour la déclaration de financement. Légalement, cela ne vous donne aucun droit. La voix de Nan a baissé. Alors, je n'obtiens rien. Janine n'a pas répondu. Dites-le. Le ton de l'avocate est devenu plat. Clinique. Vous n'obtenez rien. Nan s'est levée et a commencé à arpenter la pièce, les mains dans les cheveux. Il ne peut pas simplement disparaître et m'exclure de ma propre vie. Il n'a pas disparu, a dit Janine. Il a exécuté. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quoi dans le dossier. Parce que c'est ce que ça semblait être. Pas un abandon, pas une vengeance. Un effacement. Janine s'est adossée à sa chaise. Il ne se contente pas de partir, non. Il dépouille le récit, il vous retire de la chronologie. Il n'y aura même plus d'empreinte de pas quand il aura fini. Un silence s'est étiré entre elles. Puis Nan a demandé, presque trop bas, Y a-t-il eu un déclencheur ? Un seul moment où il a commencé ça ? Janine a ouvert un dernier fichier, un document intitulé « Amendement protocole de déclenchement PDF ». Première ligne, événement de rupture de confiance déterminé par une preuve tierce indépendante d'infidélité, de manipulation émotionnelle ou d'humiliation publique. Nan a expiré lentement. Les bougies, la blague, les rires enregistrés qu'elle pensait contrôler. Ce n'était pas l'étincelle. C'était la dernière allumette pour un feu déjà construit. Elle a murmuré, il n'a jamais eu l'intention d'arranger les choses. Janine a fermé l'ordinateur portable. Non, il avait l'intention de les finir. C'était ça, la terreur. Pas d'avoir été quitté, pas même d'avoir perdu la maison, les comptes, la voiture, les parts de l'entreprise. C'était la prise de conscience que peut-être, juste peut-être, rien de tout cela n'avait jamais été réel. Pas pour lui, pas de la manière dont elle en avait besoin.
Parce que si un homme peut dénouer un mariage aussi proprement, aussi cliniquement, aussi silencieusement, qu'est-ce que cela disait de ce qu'elle signifiait pour lui? Et pire, l'avait-elle jamais vraiment eu pour le perdre? Ça a commencé par un titre. Elle était au salon de coiffure, attendant une retouche de couleur qu'elle ne pouvait plus justifier de s'offrir, faisant défiler son téléphone par habitude, pas par intérêt. La notification venait d'une de ces newsletters d'affaires locales auxquelles elle ne s'était jamais désabonnée. Probablement parce que Daniel lui transférait des articles avec des objets comme « à lire » ou « un jour, tu seras là-dedans ». Sauf que cette fois, c'était lui. Le président Daniels, l'homme qui planifie 10 coups à l'avance. Elle a failli laisser tomber son téléphone. Il était là, en pleine page couleur sur une terrasse qu'elle ne reconnaissait pas. Un endroit moderne avec vue sur la ville et un éclairage doux. Daniel dans une veste sombre sur mesure, tenant un verre de vin rouge avec ce demi-sourire doux qu'il avait l'habitude d'arborer quand il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ce qui, il s'est avéré, était toujours le cas. Elle a tapé sur l'article. Son cœur ne s'est pas emballé. Il a coulé. Froid, régulier, comme un plongeur qui réalise trop tard qu'il n'y a pas de corde pour remonter. Le premier paragraphe louait son acuité chirurgicale, sa pensée à long terme et son détachement émotionnel inébranlable. Des expressions qui, autrefois, lui auraient semblé du jargon de consultant ennuyeux, mais qui se lisaient maintenant comme des nécrologies pour la version de Daniel qu'elle pensait connaître. L'auteur décrivait son congé sabbatique stratégique, le qualifiant de démonstration de force et d'humilité, une décision qui montrait que Daniel ne fuyait rien. Il se mettait simplement de côté parce qu'il le pouvait. La deuxième page s'ouvrait sur une citation, « Certains pensent que la vengeance est bruyante, mais le vrai pouvoir est un repositionnement silencieux. » Celle-là s'est répandue, a été partagée, repostée, capturée en écran. Elle a atterri dans des discussions de groupe, et est devenue semi-virale sur le Twitter des affaires. On l'a revue plus tard dans la nuit sur la story Instagram de quelqu'un, tagué avec « un vrai c'est ». Pas une seule fois dans tout le profil elle n'était mentionnée. Ni comme épouse, ni comme partenaire, ni comme cofondatrice ou personnage secondaire. Il n'y avait pas de source proche de la famille, pas de commentaires en marge, pas d'allusions anonymes à un démêlé compliqué. Pour Daniel, elle n'existait plus dans le récit. Elle lisait son héritage comme s'il appartenait à un étranger. Il parlait de partenariat mal aligné, d'apprendre de ses erreurs silencieuses, évoluer loin des dépendances. Chaque citation frappait avec la netteté d'une lame qui ne perçait pas la peau. Elle ne faisait qu'enlever des membres dont vous ne saviez pas qu'ils avaient disparu jusqu'à ce que vous essayiez de les utiliser. Le journaliste écrivait avec admiration sur la façon dont Daniel avait restructuré les politiques internes de son entreprise pour réduire les passifs émotionnels. Oui, c'était le terme, passifs émotionnels. Comme si la connexion humaine était quelque chose à enregistrer, étiqueter, puis décharger. Une petite photo dans la colonne latérale le montrait serrant la main d'une nouvelle partenaire. Jeune, vive, pas accent grave-l'œil, pas de drame. Pas elle. Il y avait une brève mention d'un fonds de charité qu'il avait lancé. La Redline Foundation, nommée d'après l'ancienne entreprise de fabrication de son père, la même société écran qui possédait maintenant son ancienne maison. Son avocate avait eu raison. Il ne partait pas. Il redessinait la carte, et elle n'y figurait pas. Elle est revenue à la photo, a zoomé, a observé son expression. Pas suffisante, même pas vengeresse. Juste fini. C'est ce qui l'a hanté plus que n'importe quelle dispute, n'importe quelle porte claquée, n'importe quelle table renversée de colère. Daniel ne l'avait pas punie. Il ne s'était pas battu pour elle non plus. Il l'avait effacée du montage. Et ça, ne pas être mentionné, ne pas être vu, ne pas être référencé, était d'une certaine manière pire que toutes les accusations auxquelles elle aurait pu faire face. Parce que les gens se remettent de la trahison. Ils se reconstruisent après un conflit. Mais comment se frayer un chemin pour revenir dans une histoire qui ne reconnaît plus que vous y ayez jamais été? Au salon, la coiffeuse lui a tapoté l'épaule. On est prête. Non a cligné des yeux. Le miroir en face d'elle a capté son reflet. Racines visibles. Yeux ternes. Posture affaissée. Une femme lisant un article sur l'homme qu'elle pensait autrefois contrôler, brillant maintenant sans que son ombre ne soit visible nulle part. Elle a hoché la tête. Ouais, a-t-elle murmuré. Couvrons ça. Le restaurant était sombre, trop intime pour ce dont on avait besoin.
Elle ne voulait pas d'éclairage d'ambiance ou de douces reprises au piano de chansons qu'elle chantait faux dans la voiture avec Daniel. Elle avait besoin de clarté, de lumière crue, d'acier froid. À la place, elle a eu des bougies chauffe-plat et un serveur qui n'arrêtait pas de sourire comme si on l'avait mis au défi de flirter avec toutes les femmes de plus de 35 ans. En face d'elle était assise Chloé, sa sœur techniquement, bien que le titre soit devenu plus cérémonial que réel au fil des ans. Elle n'avait pas partagé de vacances depuis 3 ans. Leur dernière conversation avant celle-ci avait été un message d'anniversaire passif-agressif envoyé avec 2 heures de retard. J'espère que c'était tout ce que tu méritais. Maintenant, elle sirotait de l'eau hors de prix comme des étrangères. J'ai juste besoin qu'il me parle, a dit Nan, brisant le silence. Une fois de plus, c'est tout. Je dirai ce que j'ai à dire et il pourra claquer la porte. Mais j'ai besoin qu'il me voie. Chloé a expiré lentement, remuant son cocktail intact. Il ne le fera pas, pourquoi? La voix de Nan s'est brisée. Parce qu'il me punit. Chloé a secoué la tête. Non. Parce qu'il ne te déteste pas. Et c'est pire. Nadine a cligné des yeux. S'il te détestait, a poursuivi Chloé, il y aurait encore de la chaleur, de l'énergie, quelque chose à exploiter. Mais il n'y a plus rien maintenant. C'est comme essayer d'allumer un feu avec de l'eau. Nan a fixé la nappe, traçant une tache avec son ongle. Je n'essayais pas de tout faire sauter, a-t-elle murmuré. J'ai juste. Je ne pensais pas que ça coûterait tout. Chloé a fouillé dans son sac à main et en a sorti une impression pliée. Papier lisse, bord net. Elle avait été conservée délibérément. Nadine l'a prise avec des mains tremblantes, l'a dépliée et a lu la première ligne. Protocole de déclenchement. Calendrier d'exécution. Elle n'a pas compris au début. A cru que c'était une blague. Un faux fichier créé pour paraître dramatique. Puis elle a vu les sous-titres. Moi, société écran distinct établi. Moi 2, avenant légal déposé via clause silencieuse. Moi 3, début de la réallocation des actifs, initié après confirmation de l'infidélité. Moi 4, finalisation du transfert de la fiducie. Moi 5, notification de congé sabbatique. Conseil d'administration préinformé. Moi 6, catalyseur de l'événement, anniversaire chronométré. Elle sentit le sang quitter le bout de ses doigts. Chaque étape était horodatée, signée, notariée, coordonnée avec une personne nommée Megawatt, un consultant juridique basé à Chicago. Le document incluait même une colonne pour les projections des retombées émotionnelles. Sous son nom, il était écrit, susceptible de sombrer dans le déni, le marchandage, les excuses performatives, et finalement la dissociation. Recommander un engagement nul post-catalyseur pour éviter les tentatives de réinsertion dans le récit. Chloé la regardait lire, sans satisfaction sur son visage. Juste une pitié tranquille. Tu veux dire qu'il t'a donné ça? Chloé a hoché la tête. Il y a 6 mois. Après que tu l'as humilié à ce dîner, tu te souviens? Quand tu l'as appelé notre comptable décoratif devant tout le monde? Nan s'en souvenait. Elle se souvenait aussi de l'expression sur son visage ce soir-là. Pas en colère, pas embarrassée, juste en train de cataloguer. Il m'a donné ça, a dit Chloé en tapotant le papier, et il a dit, tu en auras besoin un jour. Elle va chercher quelqu'un à blâmer. Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas moi qui l'ai brisé. C'est elle. Nadine ne pouvait plus respirer. Sa gorge s'est nouée autour de rien. Sa poitrine semblait vide, pas lourde. Absente. Comme si ses poumons n'étaient plus que des décorations. Je pensais qu'il serait en colère, a-t-elle murmuré. Je pensais qu'il crierait ou laisserait un mot ou la tromperait en retour, quelque chose. Il ne réagit pas comme toi, a dit Chloé. Il conçoit. Les doigts de Nan se sont resserrés sur le papier jusqu'à le froisser. Je ne suis pas une étude de cas, a-t-elle dit, les yeux hagards. Je ne suis pas une variable dans son petit algorithme. Chloé n'a pas argumenté. A juste baissé les yeux, puis les a relevés. C'est toi qui l'as transformé en étude de cas. C'était la pire partie, la partie qu'elle n'avait pas dite à voix haute. Elle l'avait traité comme s'il était jetable, l'option sur l'homme qui serait là quand la fête serait finie. Celui qui n'avait pas besoin d'être nourri de drame ou d'attention, juste un rire de temps en temps et un corps chaud dans le lit. Et quand elle s'est ennuyée, elle a commencé à le piquer, le tester,
le sondait comme un mur, en supposant qu'il ne s'effondrerait jamais. Mais il ne s'était pas effondré. Il s'était déplacé. Stratégiquement, silencieusement. Et maintenant, elle se tenait seule à découvert. Sans mur, sans porte, tenant la carte d'un plan d'évasion qui n'avait jamais été destiné à ses yeux. « Est-ce qu'il reste quelque chose ?» a-t-elle demandé, la voix à peine audible. Chloé n'a pas répondu. N'en avait pas besoin. Parce que le document avait déjà répondu pour elle. La rue avait la même apparence, mais ne donnait pas la même sensation. Nan s'égarait le long du trottoir comme si un réflexe l'y avait traîné. La même pente d'allée. Le même carillon éolien près du porche que Daniel détestait mais n'avait jamais enlevé. Le même lierre sur le treillis, bien que quelqu'un l'ait maintenant taillé dans une forme plus nette. Soigné, contrôlé, comme tout ce qu'il avait touché depuis. Elle est sortie, ses talons claquant sur le pavé qui était autrefois le sien. Elle n'était même pas sûre de ce qui l'avait amenée ici. Peut-être le rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Daniel se tenant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, disant « Tu n'habites plus ici ». Ou peut-être le fait que toutes les autres portes de sa vie s'étaient fermées si efficacement, si froidement, que celle-ci semblait être le dernier endroit où frapper. Le jardin avait changé. Les hortensias sauvages qu'elle plantait et oubliait avaient disparu, remplacés par quelque chose de symétrique, résistant à la sécheresse, arrangé professionnellement. Aucune trace du chaos qu'elle appelait autrefois son charme. Elle s'est approchée du porche et a tendu la main vers le clavier numérique. Code refusé. Elle a réessayé. Refusé. Une nouvelle invite vocale a retenti. Bienvenue, invité. Cette serrure ne reconnaît pas vos identifiants d'entrée. Même pas un rejet, juste une exclusion neutre. Comme si son identité avait été effacée du système en même temps que son mariage. Elle a levé la main et a frappé. Des pas à l'intérieur, une pause. Puis la porte s'est ouverte et un homme s'est tenu devant elle. Début de la quarantaine, poli, expression neutre. La voix d'un enfant a résonné de l'intérieur. « Papa, où sont les ciseaux oranges ?» Il a tourné la tête et a répondu. « Regarde dans le tiroir à fourre-tout. » Puis il l'a regardé. « Je peux vous aider ?»« Je suis désolé. J'habitais ici avant, » a-t-elle dit, forçant un sourire poli. « Daniel est-il toujours le propriétaire ?» Il a secoué la tête. « Non, il l'a vendu à la fondation le trimestre dernier. Redline Foundation, je crois. Mon partenaire et moi la louons maintenant par leur intermédiaire. » Les lèvres de Nan se sont entr'ouvertes. Il l'a vendu. Ouais. Tout le quartier est en train de passer en propriété de fiducie. Stratégie de location à long terme. Bon investissement. Bien sûr que ça l'était. Daniel ne l'avait pas seulement laissé derrière. Il avait transformé leur maison en une place d'actifs. Elle a hoché la tête mécaniquement. A-t-il laissé quelque chose pour moi? Je veux dire. L'homme a regardé par-dessus son épaule, puis s'est dirigé vers la table du hall d'entrée et a ramassé une petite boîte en carton. Il la lui a tendue sans demander de nom. Peut-être que Daniel avait aussi prévu cela. À l'intérieur, rembourrée de papier de soie doux, se trouvait une seule bougie à moitié fondue, rouge, du genre de celle qu'elle avait plantée dans sa part de gâteau d'anniversaire juste avant de faire sa blague. Scotché à la bougie se trouvait un carré de papier à lettres. L'écriture de Daniel. Fais un meilleur vœu la prochaine fois. Pas de signature, pas d'horodatage, pas de discours final. Juste ça. Nan l'a fixé jusqu'à ce que les lignes se brouillent. Ses doigts tremblaient, mais elle n'a pas pleuré. Elle ne le pouvait pas. Ce n'était pas du chagrin. Le chagrin signifiait que quelque chose était mort. C'était autre chose. C'était la prise de conscience profonde qu'elle n'avait pas seulement perdu son mari, elle avait perdu sa pertinence. Elle était l'intruse maintenant. Une femme tenant une relique fondue d'une fête qui s'était terminée sans même qu'elle s'en rende compte. Derrière l'homme, des lumières chaudes brillaient dans le salon. Un enfant a ri à nouveau. Quelqu'un a commencé à mettre de la musique, quelque chose de léger avec du piano. Elle détestait le silence dans la maison. Daniel le remplissait de jazz quand elle partait faire des courses, comme si les murs avaient besoin de bruit pour se rappeler qu'ils étaient toujours un foyer. Maintenant, les murs avaient de nouveaux sons, de nouvelles personnes, de nouveaux noms, et aucun souvenir d'elle. Elle s'est retournée et a descendu lentement les marches du porche, la bougie à la main.
Le mot toujours collé dessus comme une étiquette sur un cadeau retourné. Alors qu'elle atteignait le trottoir, l'homme l'a interpellée. Et, mademoiselle. Elle s'est retournée. Voulez-vous laisser une adresse de réexpédition? Elle n'a pas répondu. Il n'y avait nulle part où réexpédier quoi que ce soit. Le café n'était pas glamour. Pas de comptoir en marbre ni de mousse de latte artistique. Juste un endroit niché au coin d'une rue tranquille avec des chaises dépareillées et un menu sur tableau noir qui n'avait pas changé depuis des années. C'est pourquoi Daniel l'aimait. Prévisible. Calme. Pas de convivialité performative, pas de machine à expresso bruyante sifflant pour attirer l'attention. Juste la paix. Il était assis près de la fenêtre, un stylo à la main, un carnet ouvert. Pas un ordinateur portable, pas un téléphone. Juste du papier, de l'encre et le silence qu'il avait gagné. Il n'écrivait rien de dramatique. Pas de mémoire de vengeance, pas de révélation. Juste des pensées, des idées, du genre de celles qu'il griffonnait dans sa tête pendant les réunions du conseil d'administration pendant que Nan tapotait sur son téléphone à côté de lui, textant quelqu'un qu'elle jurait être son ancien collègue qui avait besoin de conseils de carrière. Maintenant, les pages n'étaient remplies que de clarté. Une serveuse s'est approchée, peut-être 20, peut-être 30 ans. Il ne devinait plus. Elle a posé une petite assiette à côté de lui, une seule tranche de gâteau aux amandes avec une bougie plantée dedans. C'est la maison qui offre, a-t-elle dit avec un sourire. Pour le fêter du jour. Daniel a levé les yeux, puis les a baissés sur l'assiette. Il a secoué doucement la tête. Non. Juste libre. Elle a souri, a hoché la tête et est partie sans poser d'autres questions. Il n'a pas touché le gâteau. A juste laissé la bougie brûler lentement, sans surveillance. De l'autre côté de la ville, Nadine marchait sur la 6e rue, les yeux cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. L'air sentait la vieille pluie et les gaz d'échappement. Elle n'avait pas prévu de venir ici. Ses pieds avaient juste bougé. Elle s'est arrêtée devant une salle qu'ils avaient visitée ensemble, à l'époque où ils prétendaient encore qu'ils renouvelleraient leurs vœux un jour, à un anniversaire qui signifiait quelque chose. Les lumières étaient faibles maintenant. Des affiches étaient en train d'être retirées. Des employés pliaient des chaises, essuyaient des tables, effaçant les preuves d'un événement qui venait de se terminer. Elle s'est approchée. L'affiche disait « Le silence stratégique, une conférence de Daniel R. Daniels ». En dessous, une masterclass sur le détachement, la clarté et le repositionnement. Pas de photo, juste son nom, la date, et une citation en dessous. Le contrôle n'est pas bruyant. C'est savoir quand sortir sans claquer la porte. Elle a fixé l'affiche pendant un long moment. À l'intérieur, quelqu'un a roulé un chariot sur le parquet, des chaises raclant, un son qui l'agaçait autrefois. Maintenant, il semblait juste final. Elle n'avait pas été invitée. Personne ne l'avait été. Parce que ce n'était pas une performance. C'était une sortie. Elle s'est tournée vers la fenêtre. Son propre reflet la fixait. Elle avait l'air plus âgée. Pas fatiguée, juste indéfinie. Comme une femme dont le rôle avait été coupé du scénario après trop de répliques improvisées. À travers la ville, Daniel a fini d'écrire. Il a regardé la bougie, l'a regardée vaciller jusqu'à s'éteindre. Il n'a pas fait de vœu. Il avait déjà fait le sien, celui que personne n'attend jamais de l'homme qu'il supposait resterait toujours. Le vœu de disparaître. Non par vengeance, mais par précision. Elle pensait qu'il crierait, pensait qu'il supplierait, pensait qu'il s'effondrerait. Il ne l'a pas fait. Il lui a tendu l'allumette, l'a regardé allumer la mèche, et n'est jamais retourné dans la pièce qu'elle a brûlée.